Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Bienvenue à tout le monde pour ce troisième cours sur les langages de programmation qui sera fait avec Xavier Leroy qui est ici, de l'INRIA qui est un grand spécialiste des langages et de la compilation et du typage et de tout ça, qui vous racontera comment on passe du langage à l'action, c'est-à-dire comment on transforme des programmes en choses qui marchent. Faire les langages de programmation en 1 heure, c'est pas très raisonnable. Donc, je vais prendre un point de vue un petit peu descriptif qui sera suivi d'une démonstration d'un environnement de programmation, parce qu'un langage de programmation, ça n'existe pas sans environnement de programmation. Et un environnement de programmation, c'est quelque chose qui est l'objet avec lequel l'utilisateur interagit, encore beaucoup plus qu'avec le langage. Donc, je vous montrerai l'environnement de programmation STRL que nous développons et qui sert à faire soit des circuits, soit du logiciel indifféremment. Et ça nous reliera aussi au cours circuit de la dernière fois. Et ce sera aussi une introduction au cours vérification de la prochaine fois, puisque nous ferons de la vérification formelle sur ces systèmes. Alors, je voudrais rappeler des choses que j'ai dites dans la leçon inaugurale. La première, c'est qu'un circuit ne fait que des choses très simples. Ça ne faut vraiment jamais l'oublier. On a vu la dernière fois load, store, add. En gros, load, store, add, ou des variantes de ça, c'est un peu ce que fait un circuit. Et avec ça, pour faire quelque chose d'intéressant comme téléphoner, il faut exécuter des milliards ou des centaines de milliards d'instructions. Et donc, le rôle du logiciel, c'est spécifier quoi faire, spécifier quelles instructions faire et quand. Et ça doit être fait dans tous les détails, parce que je rappelle, le circuit n'a aucun humour, mais une conscience professionnelle totale. Il fait toujours exactement ce qu'on lui dit, rien de plus, rien de moins, même quand c'est totalement stupide. D'accord ? Donc, le logiciel, c'est spécifier quoi faire et en plus juste. Si vous vous intéressez pas au logiciel juste, ce cours est totalement inutile. Il y a malheureusement encore des gens qui font ça. Donc un logiciel, c'est un très long texte, d'abord. Milliers ou millions de lignes, de façon assez courante. Et c'est dans un langage de programmation qui est un langage technique. Il n'y a pas de langage comme le français pour programmer de loin. C'est extrêmement varié, le logiciel. Il y en a de toutes les sortes. Entre un logiciel qui pilote un Airbus, qu'on montrera dans le prochain cours, et un logiciel qui fait marcher votre navigateur web, il n'y a pas des relations si évidentes que ça. Ou un logiciel de téléphone et un logiciel de jeu vidéo, il y en a beaucoup plus déjà. Mais enfin, c'est extrêmement varié dans le style, dans les applications, etc. Et c'est très souple. Donc, on va de plus en plus vers des systèmes logiciels parce que les logiciels sont beaucoup plus souples que les circuits. Les circuits, je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup de sortes. Les logiciels, il y en a beaucoup de sortes. On peut les changer facilement. Changer facilement, ça a des avantages et des inconvénients. Ça veut dire qu'on peut se permettre de faire des bugs et de les corriger après. Ça se fait beaucoup, mais ça dépend des systèmes. Dans les avions, on ne se permet pas ça. Les logiciels sont très gros, il n'y a pas de loi de Moore. Alors, comme les logiciels deviennent de plus en plus gros, la chose la plus importante qu'on va faire, la chose la plus importante de tout, c'est de s'appuyer sur l'ordinateur pour programmer l'ordinateur. Je vous rappelle une activité fondamentale de l'informatique qui s'appelle le bootstrapping, qui consiste à s'élever en l'air en tirant sur ses chaussures. Donc à fabriquer soi-même les outils qu'on va utiliser pour fabriquer des outils, pour fabriquer quelque chose d'autre à la fin. Alors le langage, ça a quelle fonction ? La première, c'est d'écrire les programmes. Ça, c'est logique. Alors là, il y a une chose à savoir qui est importante. Il y a beaucoup de gens qui supposent que les langages sont faits, les programmes sont faits pour être écrits par des hommes. Et ça, c'est très insuffisant. De plus en plus, les programmes sont écrits par d'autres programmes. Et il y a pas mal de langages ou d'outils qui n'ont pas très bien survécu à cette phase-là, parce qu'ils font des suppositions, par exemple, sur la taille des programmes, sur l'imbrication des constructions. Et ils disent, quand il y a plus de 12 trucs emmêlés, moi, je refuse de travailler. Ça, c'est plus possible. Tout langage doit se considérer comme lui-même comme la cible d'un autre programme. Et ça, on le verra faire tout à l'heure dans la démonstration. Alors, également, pour qui sont écrits les programmes ? Pour la machine, mais aussi pour les hommes. Il y a longtemps, les programmes étaient écrits et jamais relus. Et ils marchaient.
Et c'est une des causes de fameux, ce qu'on appelait le bug de l'an 2000, qui n'est pas un bug, qui était un gros problème, c'est qu'énormément des programmes qui tournaient dans les entreprises n'étaient compris par strictement personne. Éventuellement, d'ailleurs, n'étaient plus connus, c'est-à-dire que leurs sources n'étaient plus forcément connues. Donc, il a fallu refaire beaucoup de choses, ce qui a eu des tas d'avantages par ailleurs. Donc, maintenant, de plus en plus, pour des raisons qu'on verra de réutilisation, on ne peut pas tout refaire à zéro, les programmes doivent être compris par d'autres gens que ceux qui les ont écrits. Écrire un programme pour soi-même ou pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas du tout la même activité. Le deuxième, c'est beaucoup plus dur. À différents niveaux d'abstraction, pour éviter que les nombres de millions de lignes de code deviennent complètement fous, la seule solution, c'est d'avoir des langages de plus haut niveau, comme on dit, notion très relative, mais qui permettent d'écrire plus court et plus dense, et de les traduire dans les couches inférieures petit à petit. C'est une évolution inéluctable, mais difficile. Un langage, comme pour le langage parlé, ou comme pour le langage mathématique, ça a une très forte interaction avec la pensée. C'est-à-dire que quand vous lisez les mathématiques, mettons, d'avant Newton et les mathématiques d'après, ce n'est pas du tout écrit pareil, parce qu'il manquait des supports linguistiques. Quand vous regardez ce que c'est que des équations écrites il y a longtemps, on verra tout à l'heure, c'est assez... Non, on ne verra pas, mais dommage. C'est assez spécial. Donc le langage induit un style de pensée. Et c'est pareil pour la programmation, et les styles peuvent être extrêmement distincts. On en verra plusieurs. Alors j'ai nommé des choses, ici, impératif, fonctionnel, logique, temporel. On en montrera certains, et on en utilisera certains davantage. Un langage, comme ailleurs, c'est aussi le support de guerre de religion. Ça, ce n'est pas du tout négligeable dans le domaine. Les gens se battent pour les langages, véritablement. Il y a des clans. Et c'est extrêmement rare que quelqu'un apprécie deux clans. Ça existe, mais ce n'est pas fréquent. Et c'est aussi extrêmement rare historiquement, encore que ça se calme beaucoup, que les gens utilisent des langages qui n'ont pas été fabriqués chez eux. Dans l'histoire des langages, ça a été un phénomène très profond, qu'on verra tout à l'heure. Alors l'histoire des langages, j'avais montré un transparent qui est un gros raccourci de l'histoire des langages, un petit raccourci, pardon, et on voit que ça a commencé en fait dans les années 50 et quelques avec Fortran, Formula Translator. Donc Fortran, que vous expliquera Xavier Leroy, c'est quelque chose qui permet d'écrire des expressions mathématiques classiques au lieu d'écrire dans le langage de la machine. Et donc c'est des petites constructions. Tous les langages en noir dans ce dessin sont des langages d'origine pragmatique. Bon, il faut modérer un peu. Et tous les langages en bleu sont d'origine très scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont été créés par des scientifiques et pas forcément pragmatiques au début. Un exemple est Algol 60, qui a vraiment introduit des notions de mathématiques dans la programmation dans les années 60, ça a commencé un peu avant, et qui a influencé énormément de gens. Dans les langages qui sont venus très tôt, il y a Lisp, dont on parlera, qui a introduit des notions de programmation extrêmement originales, comme de dire, on ne va pas programmer dans le même style que ce que la machine exécute, pas du tout dans le même style. Et puis également, on ne va pas gérer la mémoire de la machine, c'est le système qui va la gérer automatiquement. Et ça, c'était des nouveautés très fondamentales dont je parlerai tout à l'heure. Et puis ensuite, tous ces langages ont eu une évolution assez darwinienne. Par exemple, C, ici, qui est certainement le langage le plus utilisé d'une façon ou d'une autre à l'heure actuelle, est né du système Unix, ou est né en même temps que le système Unix, et a été conçu pour programmer de toutes petites machines. À l'époque, une grosse machine faisait 64 K octets, 64 000 octets, chose qu'on ne peut plus acheter dans le commerce depuis très longtemps. Donc, ça se voit encore dans sa réalisation. Et puis, il y a d'autres langages qui sont nés, par exemple Java, qui a vraiment pris son essor avec le web, puisqu'on peut télécharger des programmes Java sur votre machine, etc. Ce n'était pas la première fois qu'on pouvait faire ça, mais c'est très bien tombé au niveau timing. Toute une branche de langages dits fonctionnels qui sont nés avec eSwim. C'est pour ceux des amateurs un papier totalement fantastique qui s'appelle The Next 700 Programming Languages de John Landin, et qui maintenant est OCaml, donc fabriqué en particulier par l'équipe de Xavier Leroy, qui est un langage extrêmement utilisé dans l'enseignement. Et j'ai mis en rouge des langages qui sont un peu plus spéciaux, qui sont des langages pour les systèmes embarqués et les circuits, qui sont fabriqués dans ma société, au début à l'INRIA, à l'École des Mines, et au CNRS de Grenoble, par exemple, et à Rennes. Et donc, ce sont des langages plus particuliers qu'on étudiera beaucoup dans les systèmes embarqués et que je vous démontrerai tout à l'heure pour STRL. Alors, en fait, c'est un tout petit extrait d'un grand poster que vous pouvez trouver sur le net,
et qui est lui-même un extrait d'une chose un peu plus grande dans lequel il y a à peu près 2500 langages recensés. Mais langage, ça ne veut pas dire dialecte. Rien que l'ISP a dû avoir quelques centaines de dialectes implémentés et tout ça. Hein. Maintenant, on ne fait plus ce genre de choses. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de langages? Ça, c'est quand même une question intéressante. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir que les gens ont fait beaucoup de langages. C'est parce qu'un langage, c'est un objet extrêmement complexe qui doit traiter en même temps beaucoup d'aspects. Alors, il y a deux grands aspects qui sont très, très différents l'un de l'autre. Le premier, c'est ce qu'on appelle en anglais joliment « programming in the small ». Ça veut dire pour la programmation des petites choses, des actions, des données. Et donc, c'est né avec Fortran, ça vraiment, les données, les actions de calcul. Et puis, il y a quelque chose de tout à fait différent, c'est l'architecture. Mais c'est comme dans le bâtiment. Il y a poser des briques et concevoir des bâtiments. Ce n'est pas la même activité. Mais par contre, les deux activités doivent se relier très bien. Et l'architecture, c'est d'usage plus récent, mais quand on passe à des programmes de dizaines de milliers ou de millions de lignes de code, ça devient absolument aussi important que les données et les actions, peut-être même éventuellement plus. On écrit de moins en moins de données et d'actions et de plus en plus d'architecture, en fait. Un autre aspect à traiter, qui n'est pas toujours traité pareil partout, c'est comment réduire et détecter les bugs. Je vous ai dit, les bugs, c'est le problème numéro 1 de l'informatique. Si on fait semblant que ce n'est pas vrai, il ne faut pas faire d'informatique. Et faire semblant que c'est vrai, ça ne suffit pas à résoudre le problème. Et dans les langages, on verra des choses qui permettent d'augmenter ou de réduire le nombre de bugs. Et tout humain qui pense qu'il peut programmer dans n'importe quel langage avec le même taux de bugs n'a juste jamais essayé. Il y a eu aussi énormément d'innovations. C'est-à-dire que dans cette longue carte, il y a eu de grandes innovations. Et si je la reprends par exemple ici, on peut dire Fortran, c'était les expressions. Algol, c'était vraiment l'introduction systématique de la notion de fonction. Lisp, c'était la gestion automatique de la mémoire. Smalltalk ou Simula, c'était les objets. MN, c'était la rigueur mathématique complète. CSP, c'était le parallélisme. Ensuite, il y a eu les objets qui sont arrivés, oui, je l'ai déjà mentionné, le téléchargement, les machines virtuelles. Il y a eu beaucoup d'innovations. Et toutes ces innovations ne sont pas du tout simples à mettre ensemble. Donc, au début, on voyait un langage prendre une innovation, mais il n'avait pas les autres. Donc, c'était assez frustrant. Et puis, les gens ont commencé à fondre les innovations dans des cadres, et ça, c'est très difficile, et ça ne marche pas forcément bien. Et par exemple, il y a dans des langages très connus, disons C++, mais il y en a d'autres, il y a des trucs qui ne marchent pas bien, parce que des choses dont on pensait qu'elles marcheraient, ben, elles n'ont pas bien marché quand on les a mises ensemble. C'est la vie, c'est très difficile. Il y a énormément de compromis possibles quand on mélange des concepts. Et ce n'est pas fini, c'est-à-dire il n'y a pas de langage qui peut dire « j'ai vraiment réussi ». Alors heureusement, il y a quelque chose dont je ne parlerai pas, mais dont il faudrait parler dans un autre cours, qui est il y a des théories très solides derrière. Donc les langages, ça s'appuie sur des théories mathématiques très très puissantes, les automates, les grammaires, qui sont des théories assez anciennes, mais toujours complètement d'actualité, le lambda calcul, qui est une grande théorie de la logique, et la théorie de la calculabilité, des grandes théories de la logique qui datent des années 30 à 40, bien avant les ordinateurs, et qui avaient été faites pour fonder les mathématiques, ou des choses comme ça. Et tout ce qui est fait sur la logique, et ça on en reparlera. Donc il y a beaucoup de langages, ce n'est pas pour des mauvaises raisons. Alors un langage, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais il y a plusieurs choses. La première chose, c'est des principes de calcul. Il y a plein de principes de calcul possibles différents. Alors j'en montrerai deux grandes classes, l'impératif et le fonctionnel. Il y en a d'autres, hein. Et on verra la prochaine fois le temporel, qui peut être lui-même impératif ou fonctionnel. Ensuite, il y a une syntaxe, c'est-à-dire les programmes, ce sont des phrases. Et ces phrases peuvent être correctes ou pas, et ça, c'est ce qu'on appelle la syntaxe. Ça, c'est tout à fait important, et c'est pas du tout. Vous allez voir, ça a des impacts tout à fait étonnants. Après, il y a un système de type, c'est-à-dire une erreur assez facile à faire en machine, c'est d'additionner des choux et des carottes. Et les humains pensent qu'ils ne le font pas, mais quand ils écrivent des programmes, ils s'aperçoivent qu'ils le font sans aucun problème. Et donc, un langage va donner des garde-fous qui s'appellent des systèmes de type pour éviter d'additionner des choux et des carottes. Il y a quelque chose qui est le plus important de tout, qui est la sémantique. C'est-à-dire qu'il dit, quand vous écrivez un programme, qu'est-ce qu'il veut dire? Et qu'est-ce qu'il est censé faire? Et dans les bons langages, ce qu'il veut dire et ce qu'il est censé faire, ça doit être pareil. Ce n'est pas garanti, hein, rassurez-vous, ce n'est pas toujours vrai. Mais dans un bon langage, ça doit être la même chose. Et la sémantique formelle, par exemple, qui est de nature totalement mathématique, a pour but de garantir que c'est vraiment la même chose.
Et puis il y a tout un outillage qui est composé d'énormément de choses, allant des compilateurs qui traduisent ça dans le langage de la machine, aux exemples et aux librairies. Et puis il y a une communauté d'utilisateurs. Ça, c'est extrêmement important. Bien, donc ça fait beaucoup de choses, hein, et développer un langage, c'est une activité très risquée, et c'est comme ça. Alors le compilateur, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui va aller sur une cible qui est soit un langage de machine de microprocesseur, soit par exemple directement un circuit quelconque avec des portes, des registres, etc. Alors par exemple, le compilateur C va prendre du langage C et aller dans l'assembleur. Le compilateur VHDL, Verilog, qui sont les langages les plus classiques de description de circuits, va prendre une description dans ces langages et aller fabriquer des circuits. Ça, c'est des choses utilisées à immense échelle. Mais par exemple, si vous prenez Camel, qu'on reverra, eh bien, le compilateur Camel va pouvoir aller fabriquer de l'assembleur, mais certains compilateurs vont passer par C. Vous voyez, ce n'est pas toujours simple le schéma. Et si vous prenez STRL, qu'on verra tout à l'heure, on peut traduire n'importe quel programme STRL, soit en C pour faire du logiciel, soit en VHDL ou Verilog pour faire des circuits. Avec les mêmes programmes, vous fabriquez soit directement des circuits, soit des logiciels, c'est au choix. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, parce qu'on pourrait très bien imaginer, et ça c'est tout à fait les possibilités, qu'on traduise STRL en Camel pour d'autres raisons. Et puis maintenant, on voit de plus en plus des gens qui disent « mais pourquoi ne pas fabriquer des circuits à partir de C ?» Et ça, ce sont des choses commerciales à l'heure actuelle, de fragments de C, de sous-ensembles, mais à l'heure actuelle, ce sont des choses qui sont tout à fait commerciales et qui font partie du paysage ESL, Electronic System Level Design, dont j'ai parlé la dernière fois. Et puis, vous avez aussi l'inverse, c'est-à-dire vous avez des gens qui prennent des programmes Verilog et VHDL et les traduisent en C pour faire de la simulation rapide de circuits. Donc le paysage, et là j'ai pris que très peu de langage, hein, donc le paysage peut être extrêmement complexe et l'outillage extrêmement complexe, et tout ça, il faut que ça marche, parce qu'un bug dans un compilateur, ça veut dire potentiellement un bug dans tous les programmes qui utilisent le compilateur. Donc les compilateurs sont des objets extrêmement précieux. Alors, ce qu'il faut aussi avoir, c'est la portabilité, c'est-à-dire que quand on écrit dans un langage comme Camel ou STRL, le programme doit faire exactement la même chose, quelle que soit la machine sur laquelle il s'exécute. Que ce soit un Pentium ou que ce soit un petit microprocesseur de téléphone ou n'importe quoi, le programme doit faire exactement la même chose. Ça a été longtemps difficile, maintenant on y arrive mieux, ce n'est pas encore totalement fini, mais c'est indispensable. Alors passons au style. Alors le style se voit d'abord sur la syntaxe, c'est assez rigolo. Le style C, par exemple, ce que j'appelle le style piquant, est caractérisé par l'omniprésence de caractères accolades. Et c'est à un tel point que, par exemple, notre langage STRL n'a pas ce format et qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « je refuse de l'apprendre, il n'y a pas d'accolade hein, ». Ça existe tout à fait. Quoi qu'on en pense, c'est comme ça. Et ici, voilà un programme qui calcule la factorielle. On reviendra dessus, c'est un tout petit programme qui prend un entier et va recalculer la factorielle de cet entier. Hein, 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois l'entier. Donc c'est le style piquant, qui est dominant, je pense, à l'heure actuelle, et qui a été introduit par C, et maintenant dans C++, Java, et puis des tas d'autres langages, Verilog, le système Verilog utilise ce style. Après, vous avez un style tout à fait différent, qui est un style tout à fait rond, qui est le style Lisp, dans lequel l'objet dominant est la parenthèse ronde, c'est beaucoup plus doux comme style, et c'est caractérisé par un très grand ensemble de parenthèses fermantes, il y a des moyens de les faire fermer automatiquement. Et voici la définition de la factorielle en C, écrite d'ailleurs sous une autre forme. Et voici une fonction que j'appelle map, qu'on va regarder tout à l'heure, et qui a vraiment été introduite par Lisp et ce genre de choses, et qui est caractéristique de la programmation fonctionnelle. Alors, ne la lisez pas, mais ça vous donne le style. Vous voyez, il y a des parenthèses et tout, et ça ne s'écrit pas du tout comme du C. C'est ce qu'on appelle un changement superficiel. Ça ne change pas fondamentalement des choses, mais le superficiel est très, très important. Ben, il n'y a qu'à voir, l'italien et le français à un certain niveau, c'est des langues très proches, mais quand on est en Italie, ça n'aide pas. Alors, autre style, le style matheux. Le style matheux qui, contrairement à ce qu'on pense, n'a pas été introduit en France originellement, de ML ou de Haskell, et on écrit, soit posons récursivement, en anglais, on écrit toujours en anglais, hein, le reste a disparu, posons récursivement factoriel n égale, si n égale 1, then 1, else n factoriel n-1. Posons récursivement ça dans l'expression fact de 4 et le système répond 24. Donc ça, c'est un style plus mathématique. Et puis voilà la définition de la fonction map qu'on reverra tout à l'heure.
et le système va répondre à une formule mathématique qu'on va analyser après. Donc c'est un autre style. Le style logique, prologue. Alors j'en parlerai pas beaucoup, ça a eu énormément de succès, en particulier à cause du projet de 5e génération au Japon, qui n'a pas vraiment marché, mais qui a popularisé Prolog avant de le dépopulariser malheureusement, parce que c'est quand même un langage tout à fait intéressant. On va donner des relations. Par exemple, je dis Gérard est le père d'Antoine, Robert est le père de Gérard. Ça, c'est des faits, ça s'appelle des faits, c'est comme ça. Et puis on dit que si X est le père de Y et si Y est le père de Z, alors X est le grand-père de Z. Donc on va donner des relations entre les choses, et on va poser la question qui est le grand-père d'Antoine, et on va obtenir la réponse Robert. Donc ça ne ressemble pas du tout au calcul de factoriel, c'est tout à fait autre chose. Je n'en parlerai pas beaucoup plus parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est aussi quelque chose qui a eu des tas de successeurs dans ce qu'on appelle la programmation par contrainte, qui est un grand domaine de la programmation aussi. Alors vous avez des styles verbaux, par exemple STRL c'est en style verbal. Ça veut dire qu'il y a des verbes et c'est des ordres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire courir doucement et arrêter ça au bout de 50 mètres. Donc vous pouvez le lire, courir doucement pendant 50 mètres. Et ça dit, pendant 15 secondes, à chaque pas, sauter et souffler en parallèle, qui sont des activités qui peuvent se synchroniser sur les battements de cœur. Donc c'est un langage parallèle, ça c'est la barre parallèle, comme les barres parallèles. Et vous voyez, on donne des mots et des ordres. Alors, c'est tout à fait différent. Par exemple, on peut voir ce programme, je montrerai la prochaine fois, un petit programme comme ça, à peine plus long, traduit dans un autre langage comme Verilog, il se met à faire 6 pages ou 8 pages. D'accord? C'est extrêmement sensible. La façon dont on s'exprime est vraiment sensible. Et si vous essayez de faire ça en C, c'est compliqué. Style graphique. Il y a tout un tas de styles graphiques. Ça a été introduit par David Harel du Weizmann Institute au début, sous le nom de Slate Charts. Et ça, par exemple, vous verrez, c'est très utilisé dans les systèmes embarqués. Et un Airbus, c'est entièrement programmé en style graphique. Et ça va générer automatiquement du code C. Et dans un Airbus, il y a à peu près 85% du code qui n'est pas écrit à la main, qui est généré automatiquement. On verra ça la prochaine fois. Bien, donc vous voyez, il y a tout un tas de styles. Alors, je ne peux pas les commenter tous en 1 heure, mais ne serait-ce que connaître leur existence, c'est important. Alors, si on rentre un peu dans l'art des langages, qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les éléments? Au niveau syntaxe, c'est comme dans les langages parlés, il y a des mots et des phrases. Les mots, ce n'est pas très compliqué. Les identificateurs, X, factoriel, Toto, foo, qui est le nom standard de Toto en anglais, et les identificateurs avec cette orthographe qu'on appelle capitalisé, qui est très agréable. Les nombres, donc ici vous avez un nombre dit entier, un nombre dit flottant, un autre nombre dit flottant, que vous reconnaissez sûrement, et puis qui essayent d'approximer les réels, c'est une chose assez compliquée en soi. Et puis vous avez des mots-clés, donc les mots-clés, c'est les mots réservés du langage qui donnent les ordres du langage. Et puis avec ça, on va faire des phrases, et des phrases, il n'y en a pas tellement de sortes. Il y a par exemple les déclarations qui vont introduire de nouveaux objets. Par exemple, en C, je dis définissons 2 entiers I et J. Donc je déclare que I et J, maintenant, c'est des entiers. Ou définissons la fonction factorielle qui prend un entier n. En ML, on écrit posons récursivement factoriel de n égale quelque chose. Ça va déclarer des objets, ça définit de nouveaux objets. Et ensuite, ces nouveaux objets, une fois définis, on s'en sert dans des instructions ou des expressions. Et par exemple, ici, on peut écrire x égale 1, qui veut dire mettre 1 dans x, qui s'écrit très malheureusement en C, x égale 1, ce qui est une aberration assez embêtante, souvent. Et en C, par exemple, ça c'est une boucle qui dit faire la chose suivante pour i égale 0, i égale 1, i égale 2, jusqu'à i égale n-1, en ajoutant 1 à chaque fois à i. Donc on reconnaît bien le style extrêmement compact de C parce qu'il fallait tenir dans des toutes petites machines, il y a longtemps, mais ça on le gardera pour toujours. Et une expression, les expressions arithmétiques comme en mathématiques. Donc ça c'est vraiment les briques de base de la construction des langages. Mais la vraie syntaxe, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand on regarde C ou Camel, on écrit n multiplié par fact n-1. Quand on écrit Lisp et Scheme, on écrit multiplié n fact moins n1. Mais c'est exactement la même chose, parce que la vérité, c'est ni l'un ni l'autre. C'est une autre structure qu'on appelle un arbre. Et la première chose qu'on fait, c'est de transformer ça en ça. Toujours la première chose qu'on fait. Et Lisp est le premier qui a fait ça de façon tout à fait systématique, d'ailleurs.
Donc ici, on dit qu'on a une multiplication de n par une application d'une fonction à une soustraction de n et de 1. C'est un peu simplifié, mais ça donne l'idée. Et alors, ce qui se passe, c'est que la théorie de la traduction de ça dans ça, c'est une théorie qui a été extrêmement développée dans les années 60 jusqu'à 90 et qui continue à être développée, mais maintenant elle a atteint un tel point de sécurité et de perfection que ça marche vraiment très très bien. Ce qu'on appelle la théorie des automates et grammaires formelles, qui a été très développée en France par Schützenberger, Niva et bien d'autres, et les générateurs d'analyseurs de syntaxe, qui sont des programmes qui vont faire cette transformation automatiquement. IAC étant le plus connu, mais il y en a d'autres. Alors, comment est-ce qu'on définit un langage? Par une grammaire, et on dit par exemple ici, une expression c'est un nombre, ou bien c'est un nom, un identificateur, ou bien c'est un opérateur encadré par deux expressions, ou bien c'est une expression entre parenthèses, ou bien c'est un appel de fonction, c'est-à-dire un identificateur suivi d'une parenthèse, d'une liste d'expressions et d'une parenthèse, ou une liste d'expressions, soi-même, c'est une expression, ou bien une liste d'expressions, virgule, une expression. Donc c'est la définition des listes, comme ça. Et ça permet d'analyser tout un tas de choses, mais pas tout à fait, parce que quand on écrit en mathématiques A plus B divisé par C, ça peut être soit ça, soit ça. Ce n'est pas du tout la même chose, et donc il faut donner des règles de désambiguation qui sont supposées connues pour les humains, mais rien n'est supposé connu pour un circuit. Donc il faut donner tout ça. Alors ça se fait très bien. Et ce qui est très important, c'est de constater que la grammaire d'un langage est elle-même écrite dans un langage, puisque ça, c'est un langage. D'accord? Et un générateur d'analyseur syntaxique, c'est un programme qui va prendre ce langage et fabriquer un analyseur de l'autre langage, de celui qui est fabriqué, de celui des expressions ici. Une grammaire, ça peut être très gros, hein, ça peut faire des dizaines de pages, mais ça se maîtrise extrêmement bien. Bon, alors ça, c'était la superficie. Maintenant, si on rentre dans le modèle de calcul, on va voir plusieurs modèles de calcul. Je vais en montrer deux très brièvement. Le modèle impératif, qui est toujours réputé comme efficace, ce qui est vrai, parce qu'il ressemble à ce que fait le circuit. Et le modèle fonctionnel, qui ressemble beaucoup plus à ce que pense l'homme, et qui est réputé inefficace. Alors maintenant, ce n'est plus tout à fait vrai, le modèle impératif n'est plus tellement efficace non plus, et le modèle fonctionnel est devenu efficace. Donc la distance est moins grande qu'elle n'a été. Mais ça ne maximise pas les mêmes critères. Et alors, ce qui est peut-être plus important encore, il y a deux sortes de langages, les langages généraux ou les langages spécifiques. Les généraux peuvent tout calculer ce qu'on peut calculer. Il y a des théorèmes que je n'ai pas le temps de montrer ici, mais on en parlera un petit peu là, dans deux cours, disant qu'on ne peut pas tout calculer, ce qu'on voudrait calculer, mais en gros, tous les langages qui savent calculer tout ce qu'on veut calculer sont équivalents. Par exemple, C, ML, Java et tout ont cette puissance. Mais tout langage étant aussi puissant est très compliqué à étudier. C'est-à-dire que, par exemple, on ne peut pas savoir si un programme s'arrête ou tout un tas de choses qu'on aimerait savoir. Donc, c'est sauvage. Des langages spécifiques vont s'adresser à des choses beaucoup plus restreintes, comme par exemple les grammaires ou comme les systèmes embarqués, et vont être donc limités, mais tout à fait contrôlés, et on va pouvoir détecter, par exemple, les bugs dans les programmes énormément plus facilement. Et puis, un modèle peut être typé ou non typé, et typé, c'est bien plus sûr. Maintenant, tous les langages sont typés, mais il y en a encore qui sont non typés et tout à fait intéressants. Bon, alors ça, c'est très bref, mais je vais vous montrer un peu dans le détail. Alors voilà le modèle impératif à l'œuvre. Pour factoriel, ça, c'est tout à fait le style C. Donc, on y va à coup de boucle. Donc, on prend quoi? On veut calculer factoriel 4. Eh bien, on dit n, ça vaut 4. Et R, voilà, on met R à 1, et puis on définit I. Ensuite, là, on dit I vaut 2. Est-ce que I est inférieur? Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4? Oui. Donc, je fais ça. R égale 1 fois 2. Bien. On fait un tour de boucle, donc on fait ça. On ajoute 1 à I. I vaut 3. R, c'est 2 fois 3, c'est 6. Oui, parce que 3 est inférieur ou égal à 4. On refait ça. On ajoute 1 à I. 4. 4 est inférieur ou égal à 4. On continue. 24. Et ensuite, 5, mais là, on réajoute 1 à I, mais 5, ce test devient faux. Donc, on sort de la boucle et on rend le résultat 24. Donc, ça, c'est le style impératif. On fait ce qui est marqué, comme c'est marqué, dans l'ordre où c'est marqué, sans avoir besoin de comprendre plus que ça. Donc, ça, c'est le style dominant, hein, incontestablement. Et puis, le style fonctionnel est assez différent. On dit, ça, en fait, on considère ça comme une définition mathématique.
Et on va dire, qu'est-ce que c'est que factoriel 4 ? Ben, comme 4 n'est pas égal à 1, c'est 4 fois factoriel 3. Mais qu'est-ce que c'est que factoriel 3 ? Ben, c'est 3 fois factoriel 2. Mais qu'est-ce que c'est que factoriel 2 ? C'est 2 fois factoriel 1. Mais qu'est-ce que c'est que factoriel 1 ? Ben, là, ça tombe bien, ça s'arrête, ça fait 1. Et donc, le résultat, c'est 24. Et donc là, c'est le principe de la vache qui rit, qui a une boucle d'oreille qui est une vache qui rit, une boucle d'oreille qui est une vache qui rit, avec la différence, c'est que ça s'arrête. Donc ça, c'est le style nettement plus proche de la définition mathématique. Alors ça, on peut aussi le faire en C, mais vous allez voir qu'il y a des trucs qui deviennent beaucoup plus compliqués à faire en C dès qu'on passe à un niveau de connaissance un peu supérieur. Alors l'avantage de ça, c'est que la théorie de ces langages-là est beaucoup plus simple que la théorie des langages impératifs. Mais bon, les deux modèles sont tout à fait utilisés, et ces modèles-là sont de plus en plus utilisés dans tous les systèmes comme les prouveurs de théorèmes ou les analyseurs de programmes, etc. Ça, on en reparlera aussi. Alors, le typage, c'est quoi ? Ben, c'est une chose simple qui peut s'appliquer à tous les langages, impératifs ou fonctionnels, ça c'est un peu indifférent. C'est plus, quelque part c'est mieux dans les langages fonctionnels, mais ça existe partout. Donc si je dis 1 plus bonjour, alors n'importe quel humain va dire, c'est idiot. N'importe quel circuit va dire, moi je fais ce qu'on m'a dit. D'accord ? Donc en Lisp, par exemple, qui était un langage des années 50, qui n'est pas typé, ou Fortran, qui est à peine typé, eh ben, il va y avoir une erreur à l'exécution. C'est-à-dire, Lisp va dire, ah là, je ne sais plus quoi faire. Et votre programme, ça va s'arrêter, ce qui est une idée moyenne en pratique. Le programme qui s'arrête, c'est pas forcément... Enfin, qui s'arrête quand on veut, c'est bien, mais qui s'arrête quand on ne veut pas, c'est pas terrible. Et dans des langages typés, c'est au moment où on va compiler le programme que le compilateur va dire « Ah non, désolé, 1 plus bonjour, ça n'a pas de sens, vous corrigez votre programme, s'il vous plaît, moi je m'arrête. » Donc ça veut dire qu'on ne va pas générer de bugs. On ne va pas générer de programme du tout, donc on ne va pas générer de bugs. Alors ça peut être plus compliqué. Par exemple, voici un truc un peu délicat. Quand on écrit 3.14 plus 1. En mathématiques, on dit 1, c'est un entier, donc c'est un réel. Je ne sais pas combien de gens savent expliquer exactement pourquoi un entier est un réel, ni exactement ce que ça veut dire. Ce n'est pas si simple que ça. Et en informatique non plus, il y a plusieurs options possibles. En C, on va un peu promouvoir 1 en réel, si tant est que ce soit une promotion. Et on va dire c'est 4.14. Et en camel, on va dire, ah non, désolé, votre truc, c'est pas assez précis. 1, c'est pas un réel, moi, je ne veux pas faire ça. Et ce n'est pas évident, les choix entre les deux, ça a des avantages et des inconvénients. Et par exemple, un langage comme C++ a tendance à faire des promotions qui sont largement imméritées et des fois totalement incompréhensibles. Donc il y a des gens qui sont plutôt du côté sûr, on est sûr qu'on n'aura jamais d'ennuis, et des gens qui sont plutôt du genre commode, et si vous avez des ennuis, tant pis pour vous. Et les deux existent, et c'est extrêmement dur d'être à la bonne frontière. Les deux ont des inconvénients. Donc ici, par exemple, en camel, on va dire que plus a un type entier, entier dans entier, et en C, on va dire qu'il a soit ce type-là, soit ce type-là. C'est ce qu'on appelle la surcharge. En maths, on s'en fout parce qu'il n'y a pas de lecteur. Enfin, je veux dire, il y a un lecteur, mais il est censé comprendre. En maths, il y a un truc vraiment très... Les mathématiques, c'est beaucoup plus facile que l'informatique par plein de côtés parce qu'on a une botte secrète. On peut dire, la démonstration sera laissée au lecteur. Et quand on dit ça dans un langage de programmation, ça fait syntaxe error. C'est pas compliqué. Alors, on va regarder du typage un peu plus subtil et la programmation fonctionnelle un peu plus subtile avec map. Donc voilà l'idée. Nous avons un élément fondamental des structures de données, dont je ne vais pas plus parler que ça, c'est une liste. Nous avons une liste de nombres, 1, 3, 5, 4. Et map, ce que ça fait, et c'est un truc qui sert vraiment partout, ça prend une fonction comme factoriel et ça va l'appliquer à tous les éléments de la liste. Et donc, map fact à L, ça veut dire la liste factorielle de 1, factorielle de 3, factorielle de 5, factorielle de 4. Et donc la liste 1, 6, 120, 24. Donc vous écrivez ça et ça vous calcule ça. Ça s'écrit très simplement en Lisp ou en ML, de façon très contournée en C, mais ça peut se faire. Et si vous voulez faire des trucs un petit peu plus compliqués que ça, on va arrêter de pouvoir les faire en C, on va très bien pouvoir les faire en ML. C'est la vie. Et ce n'est pas nécessaire non plus aux mêmes endroits, etc. Alors, comment est-ce qu'on définit map ? Toujours avec le principe de la vache qui rit, c'est-à-dire qu'on va dire une liste, ça se coupe en deux. Il y a la tête de liste, quand ce n'est pas vide, ça se coupe en deux. Il y a la tête de liste, ici 1, et le reste qui est la liste des éléments restants. Donc je vais dire la tête, c'est 1, et la queue, c'est 3, 5, 4. Et donc ce qu'on va faire, c'est définir la fonction map
en disant, il y a deux cas, soit la liste est vide, ça veut dire liste vide, et je rends la liste vide, là il n'y a rien à faire, soit la liste n'est pas vide, auquel cas elle se décompose en une tête et une queue, et je prends la fonction f et je l'applique à la tête, et je concatène ça à map de f et de tail, c'est-à-dire à l'application récursive de map sur la queue. Donc en fait, qu'est-ce que je dis ici? Sur cette liste-là, je prends fact de 1 et je calcule map fact à la liste qui reste, qui va me dire, je prends fact de 3 et je calcule map fact à la liste qui reste, etc. D'accord? Alors quel est le type de cette fonction map? Ça a l'air d'être, je prends une fonction d'entier dans entier, je prends une liste d'entiers et ça me rend une liste d'entiers. Fact, ça prend les entiers, c'est une fonction d'entier dans entier, une liste d'entiers, ça me rend une liste d'entiers. Mais en fait, si on regarde bien, et ça c'est vraiment une innovation très fondamentale, qui a eu lieu dans les années 70 plutôt, on s'aperçoit que la fonction map se fiche totalement de ce qu'il y a dans la liste et de ce que fait la fonction. Elle ne fait que itérer la fonction. Donc si on avait une liste de choux et une fonction qui transforme des choux en carottes, map serait très contente, elle prendrait une liste de choux, la fonction, et elle rendrait une liste de carottes. Ça ne pose aucun problème, mais il suffit de faire exactement pareil que pour les nombres. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme générique. Et donc, en fait, le type de map que va répondre, par exemple, Camel, c'est une fonction de A dans B, une liste de A, ça rend une liste de B. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Et pourquoi? Parce qu'on n'a même pas écrit un seul type. On a un langage typé dans lequel on n'écrit pas de type. Et ça, il se trouve que c'est vraiment intéressant en pratique. Ça a ses limites aussi, on ne peut pas tout faire comme ça. Mais c'est très intéressant parce que ce n'est pas fatigant et ça trouve les erreurs. Exemple d'erreur, si on avait inversé ces deux trucs-là, on aurait une incorrection puisqu'on a une liste et un point au lieu d'avoir un point et une liste, et le système de type, sans même qu'on ait rien écrit soi-même, dit « Ah non, ça ne marche pas, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Alors qu'en Lisp, on fait ça et puis ça se crache, enfin ça ne se crache même pas à l'exécution, ça fait un truc, ce qui est pire. Donc ça, c'est très très important. Voilà une des innovations fondamentales qui est incluse dans ML. On a essayé d'étendre cette innovation à des cas plus généraux, mais c'est compliqué. Ça devient vite compliqué. Encore une innovation qui est très populaire ces temps-ci, qu'on appelle l'extension objet. Alors le modèle objet, on en cause beaucoup dans les journaux, dans les discussions, dans les trucs. C'est assez facile d'en causer parce que ce n'est pas vraiment bien défini. Mais voilà la première idée, la plus ancienne, qui est de dire, considérons un point en deux dimensions. Donc un point en deux dimensions, c'est un truc à deux coordonnées x et y, pour bien compliquer. Et alors qu'est-ce que c'est qu'un point en trois dimensions? On pourrait dire c'est à trois coordonnées x, y, z. Mais on pourrait se dire, mais x, y, on en a déjà parlé, est-ce qu'on ne peut pas se resservir de la définition de x et y? Oui, parce qu'on peut dire, un point en trois dimensions, c'est un point en deux dimensions auquel j'ajoute un z. Alors ça, c'est une notion très importante de programmation, qui est la factorisation du code. C'est-à-dire, je vais faire de la réutilisation de choses que j'ai déjà écrites. Il y a un ennemi massif en programmation, c'est couper-coller. Beaucoup de gens utilisent couper-coller, ils disent « Ah, j'ai besoin de faire presque la même chose, je coupe, je colle ». Au bout du 12e couper-coller, ça devient un enfer total. Toute la programmation, ça consiste à écrire les choses le moins possible et à les réutiliser le plus possible. Alors, il se trouve, par exemple, que ça, mélanger ça avec le polymorphisme, c'est pas simple du tout. Ça a été raté, ça a été réussi, on sait le faire, il a fallu longtemps pour comprendre. Et puis, en fait, ce modèle-là n'est pas du tout aussi clair qu'il n'y paraît quand on regarde des exemples très simples, mais il est maintenant très utilisé. Alors, voilà, je vais vous montrer un objet domestiqué et un objet sauvage. Voilà un objet domestiqué, l'automate. Ça, c'est l'automate des contrôles de porte d'un ascenseur. En gros, on ouvre la porte, on attend que la porte soit ouverte, on coupe le moteur. Ici, on a la séquence qui attend de savoir la séquence de fermeture de la porte. Je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui. Et ici, on a fini, donc on attend que la cabine s'arrête, on rouvre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un automate d'état fini hiérarchique. Et on le reverra lui parce qu'on va faire de la vérification formelle dessus. C'est-à-dire, on va démontrer, dans deux cours, on va démontrer automatiquement qu'un ascenseur ne peut jamais voyager la porte ouverte. Et on va mettre un bug dans le système et on va voir que le système trouve le bug automatiquement. Alors, pourquoi ce n'est pas un objet sauvage? Parce qu'on sait tout calculer. Il y a une théorie énorme qui a été développée depuis les années 50, qui a été complètement modifiée depuis les années 90 par exemple, les algorithmes SAT, dont j'avais parlé, les algorithmes de calcul booléen. On sait tout calculer. Et il faut signaler qu'avec les automates viennent des logiques.
et des méthodes de calcul, par exemple une très fondamentale qu'on verra dans le cours qui s'appelle le model checking et qui vient de donner le prix Turing à ses auteurs, dont le français Joseph Sifakis de Grenoble. Et bravo à lui. Objet tranquille, objet sauvage, le pointeur. Alors attention, c'est un objet qui a l'air très simple. Voilà l'idée. On a une mémoire ça commence jamais à 0 pour des tas de raisons, qui va de 10 à 23, et dans la case 15, je mets 19. Alors, l'idée d'un pointeur, c'est de se dire que ça, au lieu d'être simplement une valeur numérique, je vais considérer que c'est l'adresse d'une autre case. C'est ce qu'on appelle une indirection. Et je vais donner l'ordre suivant. Dans la case dont l'adresse est contenue dans la case 15, mettre 3. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas mettre 3 dans la case 15, c'est mettre 3 dans la case 19. D'accord? Ça sert tout le temps. Les circuits font ça tout le temps, c'est absolument fondamental. Ça a juste un défaut, c'est que c'est très difficile à maîtriser pour les hommes. C'est évident à maîtriser pour les circuits, mais pas pour les hommes. On va voir pourquoi. Supposez que on est dans cet état-là et que dans la case 21, on mette aussi 19. Pas de problème. Et supposez qu'on écrive maintenant, dans la case pointée par la case 21, je mets 8. Aucun problème. Voilà ce qui se passe dans la machine. Le seul problème, c'est que maintenant, la case pointée par la case 15 vaut 8 et plus 3. Il n'y a aucun problème si les gens qui utilisent l'information par là sont au courant. Mais s'ils ne sont pas au courant, ils pensent qu'il y a 8 alors qu'il y a 3, et ils vont se mettre à faire n'importe quoi. D'excellentes causes de bugs. C'est ce qu'on appelle un effet de bord. On a subrepticement changé une valeur dont les autres pensaient qu'elle n'avait pas changé. Ça, c'est extrêmement fréquent. C'est une très jolie cause de bug. Quand on maîtrise ça, c'est très bien, c'est très efficace, ça marche très bien. Quand on ne le maîtrise pas, il ne faut pas s'en servir. On peut faire d'autres choses. Par exemple, on peut dire dans la mémoire 13, je mets 0. Et puis maintenant, je vais écrire quelque chose dans la mémoire pointée par la mémoire 13. Manque de chance, cette mémoire, on n'y a pas accès. Donc là, que fait la machine? Crash. Quand vous voyez un programme se crasher, il y a une bonne chance sur 2 que ce soit ça qui s'est passé. D'accord? Penser qu'une information n'a pas été modifiée alors qu'elle a été modifiée par un autre pointeur et pointée en dehors de la mémoire sont 2 des causes majeures de tous les crashs que vous voyez sur vos machines, y compris sur vos téléphones. Il y en a d'autres, mais celles-là, elles sont sauvages. Ah. Donc, on va trouver ça dans des tas d'endroits, en fait. Ce problème des pointeurs va se retrouver partout. Et par exemple, quand on va fabriquer des objets en mémoire, par exemple, je veux construire un point. Alors ça, c'est la méthode C, ça c'est vraiment la préhistoire de l'allocation mémoire, où on dit « donnez-moi 64 octets et donnez-moi un pointeur dessus, après je me débrouille, j'ai super confiance en moi ». Alors ça a produit beaucoup d'ennuis. Alors dans C++, on a fait un peu mieux, on a dit « fabriquez-moi un nouveau point de coordonnées 2, 3 et donnez-moi un pointeur dessus ». Très bien. Et ensuite, il y a une instruction magique qui s'appelle delete, qui est « rendez-moi la mémoire ». Parce que, par exemple, dans un système de fenêtres, si à chaque fois qu'on crée une fenêtre, on bouffe de la mémoire et on ne la rend jamais, il faut en racheter tout le temps, ça ne marchera pas. Donc, on va écrire delete. Et alors, delete, c'est absolument toxique, parce que, par exemple, quelqu'un écrit delete P1, et puis après, il réécrit delete P1. Alors là, comme l'objet a été déjà détruit, le détruire une deuxième fois, ça fait des effets tout à fait imprévisibles par qui que ce soit d'autre que le circuit. Donc ça, c'est tout à fait dangereux. Par exemple, dans le compilateur STRL, j'ai totalement interdit à qui que ce soit d'écrire le mot delete. Il y a d'autres moyens pour s'occuper de ça, parce que personne n'arrive à maîtriser ça. Sauf à condition de déléguer la chose à quelques personnes extrêmement spécialisées et très fortes qui vont fabriquer ce qu'on appelle un système de gestion mémoire automatique dans lequel on crée mais on ne détruit jamais. C'est le système qui va te charger de détruire tout seul ce dont il n'a plus besoin. Et ça date des années 50, mais c'est devenu populaire depuis pas si longtemps, en particulier par Java. Et c'est un peu moins efficace par certains côtés, mais c'est tellement plus sûr. Et en informatique, il y a une règle clé. À quoi ça sert d'être efficace si ça ne marche pas? Une règle qui n'est pas tout à fait assez connue, d'ailleurs. Bien. Maintenant, je voudrais parler d'architecture un petit peu, avant de vous faire une démonstration de tout ça.
L'architecture, c'est faire des gros programmes. Avant, on refaisait tout à chaque fois. Quelqu'un qui voulait faire une liste, il faisait sa liste. Maintenant, on ne fait plus comme ça. On fabrique de grandes bibliothèques d'algorithmes. Les algorithmes sont tellement complexes qu'il ne faut pas les laisser aux débutants. Hein. Donc, il y a des bibliothèques d'algorithmes tamponnés, certifiés, tout ce qu'on veut. Mais comment on sert d'une bibliothèque? Eh bien, on va fabriquer des composants qui sont déterminés par ce qu'ils font et pas par comment ils sont faits. Hein, je vais montrer ça. Qu'est-ce que c'est qu'un composant? La première chose, c'est une interface. Comment on parle aux composants. La deuxième chose, c'est un contrat d'utilisation qui peut être informel ou formel. Et par exemple, le langage FL, dû à Bertrand Meyer, qui est maintenant à l'ETH Zurich, est vraiment quelque chose qui a mis la notion de contrat extrêmement en avant. Ensuite, il y a une implémentation que l'utilisateur ne peut pas connaître. Et puis, il y a, dans les bons cas, un confinement et un traitement des erreurs. Ça, c'est une des parties vraiment difficiles et pas totalement bien maîtrisées. Et l'ensemble, ça a un petit nom maintenant qui est un peu admis, pas très bien défini. Ça s'appelle une Application Programmer Interface ou API. Alors un exemple. Voici une file d'attente à la poste et une file FIFO, First In, First Out. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive, il se met à la queue. Et quand quelqu'un part, c'est celui du guichet qui s'en va. D'accord? Objet bien connu, qui est utilisé absolument partout, qui peut être implémenté de douzaines de façons différentes. Et ce qu'on veut, c'est prendre n'importe quelle implémentation et que ce soit équivalent. Et donc, on va donner une API, par exemple en C++, on va dire, je vais créer une file d'attente d'une certaine taille. Ici, je vais mettre un entier, par exemple, on peut faire des files de ce qu'on veut, mais je vais mettre un entier, et ça peut me mettre une erreur full error, au cas où la FIFO est pleine, ou bien je vais enlever quelqu'un, et ça peut me faire une erreur file vide, si la file est vide, et puis j'ai deux prédicats qui vont me dire si elle est pleine ou si elle est vide. Ça, c'est une méthode d'API. En STRL, je vais vous faire une démo de ça. On a une interface de type plutôt circuit. Donc, il va y avoir un fil put dans lequel je vais mettre un entier. Il va y avoir un fil get dans lequel je vais donner un ordre. Je vais mettre 1 pour dire je veux attraper quelqu'un. Il va y avoir un fil data out qui va rendre la valeur quand je fais get. Et puis, il va y avoir 4 fils qui vont m'expliquer si c'est vide, si c'est plein, s'il y a une erreur d'un certain type ou d'une autre. D'accord? Mais je ne connais pas l'implémentation qui est derrière. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça en marche. Donc, sur une interface ici. Alors, au début, comme on ne connaît pas, je vais même vous le montrer dans une résolution un peu plus petite pour que vous voyez mieux. Comme on ne connaît pas le code, je ne vous montrerai rien d'autre que ce qui se passe à l'interface. Donc, ici, je vais prendre un test. Et un test, ça va être mettre 0, le lire, et relire. Donc, mettre 0, le lire, il va ressortir 0. Le lire, normalement, ça va faire une erreur. Ensuite, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Ma FIFO est de taille 4. Je vais essayer de mettre 127, ça va faire une erreur. Je vais lire, je vais écrire, et des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un test. Donc, vous avez ici un environnement de programmation. Et ce que je vais faire, c'est de démarrer une simulation de mon système. Alors, mon système est écrit en C, en STRL, et il va être compilé en C, puis C va être compilé dans le langage de la machine, puis ça va être chargé dans le système. Il s'est passé des milliards de trucs déjà. Hein. Mais on n'a pas le temps d'en parler. Alors, voilà, ici vous allez avoir les entrées et les sorties, c'est la seule chose qu'on aura le droit de voir. Donc vous avez ici put et ici data out. Donc je vais commencer, et ça commence par me dire, rouge ça veut dire que c'est vrai, ça a commencé en disant la file est vide. Le truc me dit la file est vide. Ensuite je fais une étape, je vais mettre 0, d'accord? À la sortie il ne se passe rien. Ensuite je vais lire, get. À la sortie, je récupère 0 et la file est vide. Alors, vous voyez, ce qui est très important, c'est que tout ce que fait l'environnement, c'est de rendre visuel ce qui était invisible. Hein, c'est ça la fonction d'un environnement de programmation. Vous permettre de voir l'invisible. Et tout ce qui peut aider à voir l'invisible est absolument précieux. Donc là, c'est de la petite animation, ça va s'arranger après. Donc vous voyez, j'ai tout fait marcher là. J'y étais un peu fort, alors on va recommencer. Donc ici, je mets 0. Ensuite, je fabrique une erreur de lecture. Puis il y a un petit post-it, là j'ai mis un commentaire dans mon test pour voir ça. Ensuite, je vais mettre 1. Bon, il ne se passe rien. Je vais mettre 2, la put 2 ici. Ensuite, je vais mettre 3, je vais mettre 4. Et puis là, la file est pleine. Donc le circuit me prévient, la file est pleine. Alors j'essaye de mettre 127. Et là, le circuit me prévient... Ah oui, l'erreur full error, désolé, vous ne l'avez pas vue parce qu'elle est en dessous.
Elle est en dessous. Donc je recommence. Oh, ben tiens, vous savez, voilà ce que fait un environnement de programmation. Je dis, je voudrais relancer le truc et m'arrêter quand il y a full error. Donc, je mets ce qu'on appelle un breakpoint. Et je dis, allez, tu vas jusqu'au breakpoint. Et là, il me dit, ah, là, il y a full error. Vous voyez, j'ai lancé l'exécution, puis je l'ai arrêté à un point que j'ai repéré. Typiquement, l'opération qu'on fait dans un environnement de programmation. Je n'ai même pas fait exprès ce coup-là. Voilà. Et puis là, on continue. Donc, on fait get, on récupère notre 1 qui attendait depuis un bout de temps. On refait get, on récupère notre 2, etc. Vous voyez? OK. Et puis, après, on a notre fil vide. Alors ça, c'est sympathique, mais c'est un peu fatigant de regarder les trucs un par un. Donc, un environnement de programmation va fournir beaucoup de moyens de visualisation différents. Et là, par exemple, vous avez ici ce qu'on appelle des... Je vais vous le refaire parce que ce sera plus joli. Vous avez ici ce qu'on appelle des chronogrammes, ou des waves en anglais, qui permettent de regarder la chose à travers le temps. Donc vous avez les signaux de l'interface qui sont la seule chose que vous avez le droit de connaître. Et vous voyez ici qu'on a fait put, tchouk, ça veut dire on a fait put de 0. Puis là, on a fait une série de puts de 1, 2, 3, 4, 127. Puis là, on a fait des puts de 5, 6. Et c'est le temps qui se déroule, là. Le temps logique des opérations, les clics que je faisais. Et puis ici, on a fait des get. Et en fonction de ces get, on a récupéré des valeurs. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on voit quand la file était vide, et on voit quand la file était en erreur de lecture ou en erreur pleine. Et là, on voit quand la file était pleine. Donc ces choses-là sont extrêmement précieuses. C'est l'outil universel des gens qui font des circuits, ce qu'on appelle des waves. Sauf que des fois, elles font 2 millions d'unités temporelles. Donc il faut des outils pour aller se promener dedans qui sont haut de gamme. Hein. Bien. Alors ça, c'est le fonctionnement interface. Donc j'ai acheté une FIFO, je ne connais pas son code, mais elle m'a l'air de marcher, mais je voudrais quand même aller voir dedans pour voir à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder la même FIFO autrement et on va aller voir comment elle est faite. Donc on va ici, on a une gestion de projet dans le truc de gauche, dans un environnement, c'est très classique. On a tous les fichiers qui font le code source de notre application. Alors regardons un peu comment c'est fait. Voici l'interface de notre FIFO. C'est un peu ce que j'ai marqué tout à l'heure. La FIFO va travailler sur des types d'objets qui sont ici des entiers naturels, ça s'appelle unsigned, mais on pourrait faire des FIFO qui travaillent sur n'importe quoi, bien sûr, ce qu'on appelle des FIFO génériques. Et ici, on a notre interface, le même qu'il y avait sur le transparent, où j'ai une entrée put, une entrée get, une sortie data out, empty error, full et full error. Hein, imaginez que c'est un circuit, mais ça marche pareil en logiciel. D'ailleurs, on va générer du logiciel avec ça aussi. Alors, quelle est la structure de la FIFO, de celle que j'ai fabriquée? Eh bien, c'est une structure que je vais représenter graphiquement par un système de deux choses. Une mémoire, c'est-à-dire que je vais prendre un bout de mémoire et je vais mettre des objets de ma FIFO dans la mémoire. Et un contrôleur qui va dire quand est-ce qu'on met des objets dans la mémoire et quand est-ce qu'on répond aux requêtes. Et ça veut dire qu'il y a un gros câble là dans lequel il y a toute l'interface d'utilisateur. Et là, il y a un gros câble dans lequel il y a toute l'interface de lecture-écriture-mémoire. Et puis avec cette barre, je vais couper ce câble en deux, avec l'interface d'écriture de la mémoire et l'interface de lecture de la mémoire, qui sont elles-mêmes ont des signaux différents, du type « je veux écrire et voilà la valeur » ou « je veux lire et voilà la valeur ». Donc, les niveaux d'abstraction différents, c'est qu'à l'intérieur de ça, il y a plusieurs choses. Et on va le voir en regardant l'interface de la mémoire, comment il est fait. Donc ça, je rentre dans l'implémentation. Hein. La mémoire à taille 4, une adresse, alors ça c'est le symbole qui dit valeur entre 0 et 3, donc si j'essaie de donner une adresse 5, le système de type va me dire ah non, ça ne marche pas. Et puis ensuite, on va avoir une interface de lecture dans laquelle je dis j'ai une adresse qui est une adresse et j'ai une data qui est une valeur, une donnée qui est une valeur. L'interface, ça c'est l'écriture, la lecture c'est pareil, sauf qu'ici le résultat est une sortie ou une entrée. Et l'interface globale de la mémoire qu'on obtient par hiérarchisation en disant, eh bien, je définis un port qui va prendre un port, ça veut dire, vous savez, comme quand vous avez dans une voiture, vous avez plein de fils, puis vous avez un fourreau noir autour. Donc ça, c'est un fourreau qui va contenir les deux fils pour la lecture, et ça, c'est un fourreau qui va finir les deux fils pour l'écriture. Et vous avez des définitions récursives, hiérarchiques, qui vont vous permettre de manipuler des milliers et des milliers d'objets sans avoir à donner des milliers de détails tout le temps, exactement comme on fait pour le câblage. Voilà.
Donc on a ça. Alors, eh bien, maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe dans notre système. On peut aller voir de plus près comment c'est fichu. Par exemple, on va regarder les interactions avec la mémoire et on va animer, encore une fois, on va animer ce dessin qui est un programme. Hein. C'est ça qui est programmé par l'utilisateur. Et on voit ici qu'on vient de faire une écriture mémoire. Et dans nos tableaux en bas, on va voir qu'on peut aller voir tous les détails si on veut. Par exemple, la mémoire, elle est là. Il faut que j'enlève ça. La mémoire est là. On voit qu'il y a des cases dans lesquelles on n'a jamais rien écrit et que dans la case 1, on vient d'écrire 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des inspecteurs qui vont permettre d'aller voir le contenu de la mémoire. Et comme ça, on a, mais par des systèmes complètement hiérarchiques, hein, on peut ouvrir et fermer les détails. Ça, maintenant, vous êtes habitués avec le web. Et par des systèmes complètement hiérarchiques, on va pouvoir aller voir dans des programmes qui ne font pas, comme celui-là, quelques lignes, mais qui font quelques dizaines de milliers de lignes, ce qui n'est pas le même jeu. Bon, alors on va faire tourner tout ça et on va voir ici, les lectures mémoire, les écritures mémoire. Donc ça donne, mais on les voit encore, on a notre breakpoint qui s'est remis, on voit tout ça à un niveau d'abstraction qui est encore assez élevé. Mais au moins, quelqu'un qui se dit « je voudrais observer rien que les interactions mémoire », il voit tout. Bon. Alors, on peut aussi aller voir l'intérieur maintenant. On pourrait dire, bon, ben, par exemple, le contrôleur, c'est quoi? Ben, c'est un bout de code, et ce bout de code aussi va être animé. C'est des équations logiques, c'est du code, là je ne vais pas détailler, mais ce que je voudrais juste montrer, c'est que ça s'anime aussi, et que quand on exécute ça, on voit exactement en vert, par exemple, ici, on vient de calculer full, et on voit exactement en vert ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Ça permet d'aller voir à l'intérieur des programmes. Voir est la chose la plus importante. Bien. Alors c'est bien, on a fait notre programme, on en est content. Qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien après, on va prendre dans un système comme ça, on va dire, ben, je veux générer du code dans un autre langage. Et par exemple, ici, je vais vouloir produire du C. Alors je vais dire, je veux du C, bon très bien, générons du C. Donc hop, en un clic, on a transformé notre programme d'un langage dans un autre, avec un compilateur STRL versé. Et ce C, vous pouvez le faire marcher dans votre microprocesseur préféré, sur votre téléphone, dans votre PC, où vous voulez, et ça va faire le boulot. Et vous pouvez même voir ce que c'est, avec des outils de visualisation encore, et vous voyez, c'est pas très... Je vous le mets un peu plus loin. Voilà, ça ressemble à ça. C'est pas absolument fascinant pour un utilisateur, hein, mais on s'en fout, c'est pour une machine. Alors, ce n'est pas totalement aussi simple, mais en gros, c'est ça. Mais on peut aussi dire, par exemple, générer un circuit. Donc, dans ce cas-là, on va choisir un autre langage, on va dire VHDL. Et on peut générer un circuit très hautement optimisé et faire une preuve mathématique complète en machine que l'optimisation a juste, c'est-à-dire qu'elle n'a pas cassé le fonctionnement. Ben là, par exemple, je vais fabriquer du VHDL. Et voilà, le VHDL est fait, et je peux aller voir à quoi ressemble le VHDL. C'est un autre langage, dans un autre style, hop, et ce n'est pas non plus extrêmement réjouissant, mais ça fait le bon travail et c'est super efficace. Et là, dans un côté, vous avez un programme C qui va aller à une certaine allure, et là, le VHDL va tourner à plusieurs dizaines ou centaines de mégahertz. Donc, à partir du même programme, vous pouvez faire tout ça. Et juste avant de terminer, je voudrais montrer cette nécessité de travailler à des tas de niveaux d'abstraction différents. La première fois que je vous ai montré les chronogrammes, je vous les ai montrés sur juste l'interface. Et là, on va les regarder sur tout. Et là, bien sûr, on va pouvoir sélecter ce qu'on veut voir dans les chronogrammes. Et là, on a mis, dans ces chronogrammes, on a mis beaucoup plus de détails. Et on va pouvoir regarder l'état des mémoires, toutes les commandes qui passent du contrôleur à la mémoire, etc. Et donc aller, ce qu'on appelle, débugger le programme. Bien, on reverra tout ça dans le cours vérification formelle, où on travaillera sur cette FIFO. Voilà, donc je vais conclure cette première partie en disant simplement les choses suivantes, avant de donner la parole à Xavier Leroy. Ah, il faut que je repasse mon animation. Voilà. Un langage, il y en a beaucoup, c'est des objets extrêmement complexes. Ne vous inquiétez pas pour l'expéranto, il n'y a pas plus d'espoir qu'ailleurs. Il y a la même chose entre le mauvais anglais et le mauvais C, hein, c'est deux facteurs d'unification à travers le monde. Il y a un équilibre extrêmement délicat à garder entre général et spécialisé. Et alors il y a un point très important, le droit d'entrée de la fabrication d'un nouveau langage est devenu extrêmement élevé.
Ça veut dire que c'est des centaines et des centaines d'annéums dès que vous voulez commencer, simplement parce que les environnements de programmation sont devenus tellement perfectionnés à l'heure actuelle que pour faire aussi bien, c'est un investissement gigantesque. D'accord ? Donc vous verrez moins de langages se créer, et par contre, c'est un sujet, les théories qui sont derrière sont absolument merveilleuses. Je passe la parole à Xavier Leroy. Alors.